président de l'AFDEL, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Bonsoir et bienvenue sur votre émission de vendredi soir. Nous sommes revenus encore pour vous présenter un autre sujet, justement, un devoir de mémoire cette fois-ci sur le président Laurent Désiré Kabila, cet homme qui a fait la révolution justement pour évincer une dictature au Congo-Zaïre et qui fut par la suite victime justement d'un complot international et fut finalement assassiné en date du 16 janvier 2001. Messieurs, bonsoir. Ce soir donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire un devoir de mémoire justement autour de ce personnage, Laurent Désiré Kabila. Et comme nous l'avons fait justement pour la Guinée, pour le Togo, pour la Côte d'Ivoire, ainsi que pour le Zaïre de Mobutu, ainsi que pour Patrice Emery Lumumba, nous revenons aujourd'hui également pour parler du Congo démocratique avec Laurent Désiré Kabila. Ainsi, pour parler de ces sujets, nous avons sur ce plateau justement pour mieux expliquer la question. J'ai fait venir de Congolais qui sont ici en France, qui aimeraient justement éclaircir l'opinion sur la question de la tragédie de la région des Grands Lacs. Ainsi donc, je suis sur ce plateau, monsieur François Wembo, il est secrétaire général du Parti travailliste. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Monsieur. Accompagné justement de monsieur Papi Tamba, vous êtes passé ici, vous êtes donc membre de PRP, tout à fait. Le parti du président déchu, le président défunt plutôt, Laurent Désiré Kabila, oui. dont vous êtes membre. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il y a aussi monsieur Crézence Paul aussi. Monsieur Crézence, vous êtes donc le secrétaire général de l'Union du Congo, ici en France, et vous militez justement pour la restauration de l'état de droit au Congo démocratique. D'accord. Vous êtes accompagné de votre président donc, de l'Union du Congo, M. Gaspard Lonsikoko, que l'on ne présente plus ici à 3A Télé Sud parce qu'on les connaît déjà. Messieurs, nous revenons à vous justement pour vous dire que nous allons vous demander d'abord, pour mieux comprendre justement la situation qui s'est passée d'abord en République démocratique du Congo, c'est dans la première partie de l'émission, et en deuxième partie de l'émission, nous vous parlerons justement de la situation actuelle avec la transition qu'il y a eu au Congo démocratique et la prise de pouvoir par le président actuel, le président Joseph Kabila. Mais avant toute chose, il faut regarder cet élément qui va vous illustrer de quoi nous allons parler ce soir. La région des Grands Lacs, au cœur de l'Afrique. Un continent que l'on dit oublié, condamné à l'enlisement. Révolte, coup d'État, famine, génocide, dictature bananière, pression de la Banque mondiale et du FMI, on n'en finit pas de dire que l'Afrique est mal partie. Pourtant, dans cette région, des hommes essayent depuis 6 ans de lutter contre la fatalité, de prendre en main leur destinée. Les anciennes puissances coloniales ont été momentanément marginalisées, mais ont-elles pour autant renoncé à maintenir leur domination économique? Sous les traits d'un drame shakespearien où les alliances régionales se font et se défont, où les destins personnels provoquent trahison, haine et vengeance, une nouvelle Afrique cherche à s'affirmer. Depuis le génocide au Rwanda jusqu'à la prise du pouvoir au Zaïre par Laurent Désiré Kabila, ce film tente de comprendre quelles sont les véritables motivations des principaux acteurs de la région et quelles sont leurs chances de parvenir à rompre avec l'ordre ancien. D'abord, nous sommes le centre de l'Afrique, le cœur de l'Afrique. Nous faisons le lien entre le sud, le nord, l'est et l'ouest. C'est une position on ne peut plus stratégique, une position capitale en Afrique, car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Vous savez, ce pays a depuis toujours été un frein au développement de la région, une sorte de base arrière à partir de laquelle il est possible de déstabiliser tous les pays voisins. C'était une affaire très très sérieuse, qui risquait, si rien n'était fait, de mener à un autre génocide. Parce que le seul but de ces gens, c'était de revenir au Rwanda pour recommencer ce qu'ils avaient fait en 1994. Devant la menace, le FPR, à peine sorti du maquis, se prépare déjà à une nouvelle guerre. Il ouvre ses rangs et recrute au Zaïre parmi la population d'origine Tutsi, mais aussi parmi les opposants à Mobutu.
Il fallait que nous préagissions et nous avions déjà repéré des Zaïrois qui étaient prêts à combattre Mobutu pour nous, avec notre aide, bien sûr. Au Rwanda, dans les camps du FPR, des milliers de Tutsis du Zaïre n'attendent plus désormais qu'un ordre pour passer la frontière. Mais Kagame voit déjà plus grand. Quitte à mener une guerre au Zaïre, autant essayer de mettre fin aux 32 ans de règne sans partage de Mobutu. Il sait qu'il peut compter sur la bienveillance des États-Unis qui aimeraient voir une nouvelle génération accéder au pouvoir en Afrique. Mais pour renverser Mobutu, une armée même entraînée ne suffit pas. Kagame doit avancer masqué, donner l'illusion que ses troupes ne font que conseiller une rébellion interne. Il lui faut donc trouver un homme de paille parmi les opposants à Mobutu. Ce sera Laurent Désiré Kabila. Kabila a le bon profil, il est zaïrois, n'appartient pas à l'ethnie Tutsi et combat Mobutu depuis plus de 30 ans. Il vivait en Tanzanie, dans une maison que lui prêtait le gouvernement. Il était sous la protection des services secrets. Je ne l'ai jamais vu faire d'affaires illégales. Je pensais qu'il avait un potentiel, car il s'opposait à Mobutu depuis très longtemps. Et en plus, il était du Katanga, de l'est du Zaïre. Il parlait Swahili. Kabila parlait très bien notre langue, mais on savait aussi que c'était un piètre organisateur. Il n'avait jamais réussi à s'organiser contre Mobutu. Comment Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir en République démocratique du Congo? Vous venez de voir là le premier extrait justement historique et qui illustre justement dans quelles conditions Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir en République démocratique du Congo. Alors, M. Francis Wembo, vous êtes congolais et donc secrétaire général d'un parti politique qui militait pour l'état de droit en République du Congo. Ce souvenir vous dit quoi? Laurent Désiré Kabila avec le Rwandais qui l'ont accompagné. Quelle est votre réaction en vous replongeant justement dans le passé? Bon, en me replongeant et en regardant ces images et les commentaires des chefs de l'État qui les font, c'est-à-dire que c'était une affaire qui était mal partie pour M. Laurent Désiré Kabila. Il croyait que bon, il était aidé par la base arrière pour pouvoir changer les choses en République démocratique du Congo. Mais au travers de ces images-là, ça se voit que il n'était pas quelqu'un qui était porté dans leur cœur. Il n'y en a pas eu aucun sentiment positif à l'égard de Laurent Désiré Kabila depuis la base, depuis le départ. Il croyait être bien entouré et qu'il y avait la sincérité dans cette histoire, mais non. Mais il s'agissait d'une libération, non? Il s'agissait de mouvements qui se cherchaient encore pour libérer votre pays, le Zaïre à l'époque. Non. Donc il fallait trouver les alliés n'importe où. Non, mais les alliés étaient là parce que parce qu'on dit que l'histoire était déjà mal partie. Non, c'était déjà mal parti parce que le Rwanda, l'Ouganda et le reste étaient les alliés qui pourraient pouvoir porter l'AFDEL pour renverser le pouvoir de Kinshasa. Mais ces alliés-là ne portaient pas en cœur M. Laurent Désiré Kabila. Parce qu'à travers ce commentateur-là, on dit que oui, c'est un piètre organisateur et que ce n'est pas quelqu'un qui est bien... Oui, mais Kagame venait de dire tout à l'heure qu'il fallait trouver des gens, des Congolais, qui étaient contre Mobutu. Mais, donc, ils ont trouvé Laurent Désiré Kabila. Mais Laurent Désiré Kabila, ça faisait 30 ans qu'il était dans l'opposition. Il le savait très bien. Dans la rébellion, dans l'opposition à l'extérieur. Dans la rébellion, dans l'opposition à l'extérieur. Ce n'est pas une chose qui était méconnue, mais il disait que c'était l'homme de paille qu'il cherchait. Il ne cherchait pas un Congolais qui était prêt à renverser Mobutu et puis prendre le pouvoir au Congo. Parce que Kabila, pour eux, c'était un homme de paille, et un homme de paille qui était là au bord de cette base arrière de l'Ouganda, de Rwanda. Donc, automatiquement, pour moi, cette affaire-là était mal ficelée, mal partie dès le départ. Gaspard, merci beaucoup. Ouais. Je pense que c'était un marché de dupes parce que les Rwandais, les Ougandais ont dit qu'on trouve effectivement un homme de paille, on le met au pouvoir, il va nous obéir. Et Kabila, lui, s'est dit que je vais les doubler par la fin. D'ailleurs, il l'avait dit quand il avait rompu avec ses alliés, une phrase sibylline qui disait « Amener un cheval à l'abreuvoir est une chose, mais le faire boire en est une autre ». Mais ce qui est triste et la leçon que nous devons retenir, c'est que la prise de pouvoir ou la volonté de vouloir
être la tête des pays n'est pas une aventure. Kabila est arrivé sans un projet concret dans ses bagages, mais avec les projets des autres. Donc il a servi de monture aux uns aux autres et on voit les résultats aujourd'hui. Monsieur ? Oui, moi je voudrais quand même revenir un peu sur l'éclosion de Kagame. Il faut savoir que lorsqu'on prend le pouvoir, on prend d'abord le pouvoir, hormis les grands révolutionnaires que fut Mandela, Lumumba, etc., tous les gens qui sont venus après ont pris le pouvoir pour des ambitions personnelles. Kagame a pris le pouvoir pour ses ambitions personnelles. Une fois qu'il a pris le pouvoir, encore faut-il qu'il faille à ce moment-là qu'il puisse consolider son pouvoir. Alors pour consolider son pouvoir, il fallait voir autour de ses voisins d'où pourrait venir le danger. Quitte à, quant à faire, il fallait à ce moment-là déstabiliser le Zaïre de l'époque, parce qu'il faut savoir que Mobutu l'a empêché plusieurs fois de reconquérir le pouvoir par la force. Donc il fallait d'abord déstabiliser le Congo-Zaïre et chasser Mobutu. D'où le départ, comme disait Lonsi Koko, ce n'était qu'un piège qu'on avait tendu à Laurent Désiré Kabila et ses proches qui, à ce moment-là, pensaient peut-être faire la révolution, alors que ce n'était qu'une révolution de paille, en fait. Mais oui, mais ils étaient tous les Congolais qui ont formé cette alliance que l'on a appelée justement la FDR, donc l'Alliance de forces patriotes, n'est-ce pas ? Et qui était composée justement de plusieurs partis politiques des Congolais, non? Non, mais sauf que l'armée qui a combattu était l'armée rwandaise. Comme il ne fallait pas qu'on accuse le Rwanda d'agression contre un pays tiers, ils ont utilisé des Congolais pour dire que c'était une rébellion interne. On a utilisé d'ailleurs cette stratégie par la suite aussi. Donc ce n'était qu'un prétexte, mais c'était les Rwandais, l'Ouganda qui voulaient faire main basse sur le Congo. Oui, mais les premières visées rwandaises étaient donc justement d'éloigner les Hutus qui étaient basés dans les frontières congolaises à l'Est. Non, mais comme il s'agit des affaires d'État, ils ne vont pas dire que nous voulons prendre le pouvoir. Il y a toujours un prétexte. On le voit aujourd'hui d'ailleurs. Kagame prétexte toujours parce qu'il y a le FDLR à l'est du Congo. Donc il y a une menace pour nous. Alors que lui-même ne veut pas de dialogue inter-rwandais. Comment ils peuvent négocier, régler leurs problèmes tant qu'ils ne seront pas sur la même table? Ce n'est qu'un prétexte. Ça l'arrange que le FDLR reste au Congo et que lui continue toujours à déstabiliser la région. Donc, ainsi donc, ils vont former la FDL, donc l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, composée de 4 partis politiques, dont le PRP de Laurent Désiré Kabila. Monsieur, vous représentez le PRP, je ne sais pas si vous le représentez de manière officielle ou vous êtes vous-même doté cette représentation, mais est-ce que, comment vous comprenez cette question de Kabila aux côtés des Rwandais à cette époque? Oui, je représente le PRP de manière officielle, mais je voudrais partir des observations en ce qui me concerne. La première observation, c'est que les déclarations que nous avons suivies de Museveni ont été faites a posteriori après que l'alliance avec le fait Laurent Désiré Kabila a été rompue. C'est un élément de détail et nous y reviendrons là-dessus. La deuxième observation, c'est que la plupart de ces événements ont commencé en 1996 alors qu'il y avait déjà un précédent. Les précédents, c'était quoi? C'était déjà en 1994. Nous savons que les Rwandais ont investi massivement l'Est de la RD Congo en 1994 alors que Kabila n'était pas au pouvoir. Maintenant, il s'est posé un problème. Le problème qui s'est posé, c'était quoi? C'est que, vu que les Rwandais avaient investi massivement l'Est, Kagame et Yoweri Museveni qui avaient des intérêts, et ils voulaient bien entendu, c'est parce qu'ils sont partis au départ en prenant cette communauté-là comme étant un paravent pour justifier l'agression, pour dire que voilà, ils ont logé des gens qui ont provoqué les génocides rwandais. Et Kabila avait un intérêt. Son intérêt, c'était quoi? C'était de renverser les régimes de Mobutu qu'il n'a pas pu renverser depuis 30 ans. Même en s'alliant avec le diable. Alors, je ne dirais pas qu'il a passé avec le diable, je dis qu'ils avaient un intérêt commun. Il n'avait pas compris le piège à l'époque? Face à cet intérêt... Il n'avait pas compris le piège à l'époque? Vous parlez d'un piège, la question que je me poserais de savoir si le piège était à quel niveau, à ce stade-là précis. Il faut situer les problèmes dans le contexte de l'époque. À l'époque, je dis bien qu'ils avaient une intention commune, c'était quoi? C'est de renverser les régimes de Mobutu. Et vous savez, heureusement pour nous, ou peut-être malheureusement pour les gens mal intentionnés, c'est qu'il y a que les bons dieux pour savoir ce qui peut se cacher dans les têtes de quelqu'un. Mais on a vu certains pays, certains gouvernements aider, bien entendu, certains leaders à déstabiliser ou à renverser des régimes politiques sans pour autant les occuper. Ça, c'est important, c'est des choses qu'il faut signaler. Et maintenant, nous allons essayer de revenir là-dessus, bien entendu, au cours de l'émission pour ne pas monopoliser la parole. Mais je voulais tout simplement dire que la lutte qu'a menée
les faits Laurent Désiré Kabila pour notre pays, il n'a pas commencé à 96. Les Congolais doivent savoir que cette lutte, il a mené depuis 1964 dans son maquis. C'est qu'elle était salutaire pour notre pays. Il n'a jamais gagné. Là, nous parlons vraiment de... Il n'a jamais gagné. Précise, hein, parce que c'est ça qui a conduit à beaucoup de crimes dans la région des Grands Lacs. Effectivement, il ne faut pas oublier, il y a un moment, il était avec Mboumba Nathanaël, à un moment, il a fait plusieurs alliances pendant ces 30 ans. L'alliance qui a réussi et qui n'était pas seulement que... Il n'y avait pas seulement que les Rwandais, les Ougandais, parce que ceux qui ont été déterminés dans ces alliances, nous savons que c'était l'implication angolaise. Nous y reviendrons. D'accord. Bon, bien si les Rwandais veulent les récupérer pour leur guise. Voilà. Nous fonctionnons ce soir sur le principe du chrono, donc il faut que chacun respecte le timing pour permettre justement à tout le monde de s'exprimer. Monsieur Wembo, avez-vous un commentaire par rapport à ce que vient de votre monsieur du PRP? Oui, M. Papitamba consiste à nous dire que l'alliance qui a eu lieu entre le fait président Laurent Désiré Kabila avec l'arrière-base Rwanda-Ouganda était basée sur des bases saines et qu'ils avaient le même objectif. L'objectif, c'est d'aider Laurent Désiré Kabila à renverser Mobutu et faire en sorte que la région des Grands Lacs puisse trouver son épanouissement dans le concert des nations. Mais c'était que mensonge et commentaires. Laurent Désiré Kabila, ça faisait 30 ans qu'il était dans le maquis. 30 ans qu'il a eu des alliances divergentes. Et 30 ans, même Che Guevara consisterait à dire que le fait Laurent Désiré Kabila, il aimait beaucoup les femmes et l'alcool et les bonnes choses pour se constituer à un résistant, un révolutionnaire. Et que cette alliance-là est venue comment? On savait que le président Laurent Désiré Kabila habitait Ewaboa. Et on savait très bien qu'il était de temps en temps, à part des années 80 où il a fait quelques incursions sur Moba, il était vaqué à d'autres occupations que celle-là. Il faisait son petit business, son petit commerce, des trucs. Et que même quand des images un peu difficiles à voir, lorsque le président, le fait Laurent Désiré Kabila, a été présenté auprès de M. Kagame et Museveni, il a fallu voir son état de santé. C'est vraiment, il n'était pas quelqu'un aujourd'hui disant que mais voilà, son logiciel politique était encore bien formaté pour pouvoir s'aimer une charge quelconque à l'égard de Mobutu. Et cette alliance-là, c'était une alliance vraiment pas bien fondée. M. Laurent Désiré Kabila était prise au piège, c'était l'homme de paille. Les Rwandais, les Ougandais avaient un autre objectif et n'avaient pas un objectif commun avec le président Laurent Désiré Kabila. C'est ce que nous allons voir justement à la fin de la première partie de cette émission. Mais je rappelle que vous pouvez toujours nous téléphoner au 01 45 57 67 87 ou nous écrire sur le freeopinion@telesud.com. Ainsi, nous allons voir comment Laurent Désiré Kabila a pu entrer en contact avec le James Kabarebe, le Kagame et les autres, de quelle manière ils se sont rencontrés, justement pour former cette alliance-là de l'AFDL. Regardons. Je l'ai conduit à Kigali. Je savais où aller. Je connaissais le bureau du vice-président et les gens qui travaillaient avec lui. J'ai vu Kagame et je lui ai parlé de Kabila. Il ne le connaissait pas du tout. Je ne me souviens de rien qui m'ait frappé à son propos. De toute façon, il fallait faire avec la situation et avec les Zaïrois. Disons qu'un accident de l'histoire nous a fait tomber sur Kabila. Mais seul, Kabila n'est pas un alibi suffisant pour servir de couverture à l'intervention rwandaise. Parallèlement, 3 autres opposants à Mobutu sont contactés, dont Deogracias Bouguera, un Tutsi zaïrois du Nord Kivu, créateur dans les années 1990 de l'Alliance démocratique populaire. Autour de Kabila, ces hommes vont former l'AFDL, l'Alliance démocratique pour la libération du Congo, une organisation d'opposants à Mobutu, mais dirigée en sous-main par les Rwandais. Toute l'idée était de réunir tous ces Zaïrois qui venaient d'endroits différents, avec des histoires différentes, et de trouver un moyen qu'ils fassent cause commune. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait au Zaïre.
C'est un jeune officier rwandais qui est chargé des opérations militaires au sein de la FDL. James Kabarebe n'a que 25 ans lorsque les troupes du FPR prennent Kigali en 1994. Il en a 29 quand Paul Kagame lui confie la mission d'aider les fondateurs de la FDL à renverser Mobutu. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. Ce jour-là, dans le bureau de James Kabarebe, je suis arrivé le premier avec mon équipe de l'ADP. Après, il y a une jupe militaire qui est arrivée avec deux hommes. D'abord, c'était Kabila. C'était la première fois que je le voyais physiquement. J'ai vu un homme qui était en sandales, un vieux, mais qui semblait boiter, avec une tête rasée. Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Ils étaient contents. Je pense qu'ils étaient contents de s'être rencontrés. Chacun a commencé à parler de son expérience. Qu'est-ce qu'il a vécu comme répression, comme torture morale, civique, d'où il venait, qu'est-ce qu'il avait fait. Tandis que Kabila, il semblait être réservé. Il regardait beaucoup plus, je me souviens, parce qu'il faisait ça, il regardait le plafond là, du bureau. Et quand il a intervenu, il nous a dit que son parti, le PRP, avait ses militants dans le Sud Kivu. Et je me souviens que c'était la nuit, nous sommes entrés à 22 h. Et nous étions avec les officiers rwandais. Nous étions avec James Kabarebe. Je me souviens qu'on était en file comme des militaires. Et il pleuvait et c'était des jeunes militaires qui étaient devant. Et puis c'était un officier rwandais, un politicien congolais, un officier rwandais, un politicien congolais en file. Nous sommes arrivés à Mugunga par voie de terre en nous battant chaque jour entre Goma et Mugunga. Nous nous battions colline par colline. Les alentours de Mugunga étaient défendus par les ex-FAR et les miliciens et nous avons dû les affronter. Quand nous avons enfoncé leur dernière ligne de défense, les ex-FAR et les miliciens se sont d'abord repliés dans les camps de réfugiés. Puis ils ont essayé de fuir à l'intérieur du Zaïre, en direction de Kisangani. C'était fascinant. Et pour moi, c'était une véritable fierté, car nous avions réussi là où les Nations Unies avaient échoué. Je donne ma parole d'homme, je le jure, qu'il n'y a jamais eu au niveau des réunions des politiques de l'AFDER une décision de permettre aux Bergeracs qui avaient connu une histoire de génocide entre de leur dire allez, c'est le moment de vous venger. Il n'y a jamais eu cette décision. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 01 45 72 87 et donc poser votre question et également nous écrire sur le freeopiniontélésud.com. Messieurs, vous venez de voir là les images qui parlent d'elles-mêmes, messieurs, la rencontre entre Kabila et tous ses alliés, la manière dont ils ont fait les premières rencontres. Mais c'est Crescence. Oui, ce qu'on ne voit pas dans le document, par contre, qui est très important à souligner, c'est que les Rwandais avaient préféré Deogracias Bugera à Kabila. Vous avez vu le jugement des valeurs qui sont portés contre Kabila. Il y avait déjà un conflit. Mon frère dit qu'il n'y avait pas de piège. Kabila ne pouvait pas ignorer ce piège. Parce qu'à ce moment-là, il savait qu'on préférait Deogracias Bugera comme président en arrivant à Kinshasa et Bizima en tant que vice-président. Ça, il le savait. D'ailleurs, en arrivant à Kisangani, Kabila double, comme disait Lonsi Koko, ses alliés en s'autoproclamant justement président. Donc ça, il ne pouvait pas ignorer, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Monsieur, je pense que les choses sont claires. Hein. Il y a des choses cachées qui ne sont pas dites. Je suis d'accord avec M. Tamba sur un point.
toutes ces déclarations sont faites après la zizanie avec leur ancien allié Kabila. Parce que la vérité était quoi? Kagame au début n'avait pas l'intention d'arriver à Kinshasa. Ce qui les intéressait, c'était l'Est de la RDC pour bâtir l'empire Ima avec les accords de l'Emera. C'est-à-dire, on se servait des Congolais et après on les lâchait face à Mobutu et ils se maintenaient juste à l'Est. D'ailleurs, c'est lui qui se dit les Bismarck de Grand Lac, le fils de Kaguta, Museveni. Museveni a voulu qu'il y ait des négociations entre Mobutu et Kabila pour mettre fin à ça. Donc ils n'avaient pas l'intention d'aller jusqu'à Kinshasa. Mais Kabila, dans sa sauvagerie, a quand même aidé les Congolais dans la mesure où il s'est effectivement autoproclamé président de la République démocratique du Congo. Sauf que, pourquoi il ne voulait pas aller plus loin? Kagame a un mauvais souvenir des Congo. En 1990, quand ils ont voulu déstabiliser les Rwandais, c'est l'armée congolaise, la DSP, sous la direction de Mayele, qui les a mis en déroute. Donc Kagame a gardé cette image-là en disant que l'armée congolaise est encore zaïroise et très forte. Mais comme ils ont vu qu'il n'y avait pas de résistance, donc ils sont allés un peu plus loin. Et c'est Kabila, de par son propre initiative, qui s'est autoproclamé président de la République démocratique du Congo. Du coup, ses alliés étaient devant le fait accompli. Voilà, Monsieur François Wembo, pensez-vous que ces accords ont été sincères? Ces alliances-là, ces rencontres qu'on vient de voir tout à l'heure? Non, mais mon collègue vient de démontrer qu'il n'y a aucune sincérité là-dedans. M. Kagame dit faire avec la situation, mais c'est Kabila, c'est un accident de l'histoire qui nous a fait tomber sur cette histoire. Et que lorsqu'on fait rencontrer les gens qui ont constitué l'AFDL, Boguera ou je ne sais pas qui, monsieur Boguera, qui dit non, mais tout le monde parlait de son histoire, de son vécu, de la situation qu'il a connue au Zaïre pendant la règne de Mobutu. Et que Laurent disait Kabila, non, il regardait le ciel, il ne parlait pas beaucoup. D'accord? C'était un réflexe d'homme. Non, mais c'était un réflexe. Non, c'était un réflexe. C'est-à-dire, il a compris déjà le piège. Il a compris le piège. C'est-à-dire quoi ça? Et qu'il a compris le piège, que ces gens-là n'étaient pas derrière lui pour aider les Congolais à pouvoir changer la situation. Alors, M. Tamba, pourquoi alors, M. Laurent Désiré Kabila, s'il y avait piège justement à ce moment-là, vous devez accepter de répondre à toutes ces questions parce que vous représentez le PRP, le parti justement qui a fait que Kabila soit allié aux Rwandais justement pour soi-disant venir libérer votre pays. Alors, pourquoi Kabila, pour vous, s'était-il engagé malgré le piège? Maintenant, quand vous parlez de s'engager malgré les pièges, c'est là où je trouve qu'il y a un certain paradoxe. Moi, je vais insister d'abord sur un point, c'est que nous sommes en train, l'émission nous sommes en train de faire, bien entendu, à partir de l'élément que nous balance, c'est un élément qui a été enregistré après que les accords ont été rompus, et il y a une certaine propagande, une certaine diabolisation derrière. Ça, c'est important que le peuple congolais puisse le savoir. Non, mais il y a eu des guerres par la suite, monsieur, il y a eu des guerres par la suite. Kabila était incapable de gérer. Non, il y a eu des guerres par la suite. Ouais. Le problème n'est pas que Kabila était incapable de gérer, mais c'était encore une guerre, ça peut-être nous y reviendrons, mais c'était peut-être un morcellement dit par, entre guillemets, les anciens Congolais, les anciens Mobutistes plutôt, qui, eux, voulaient encore revenir aux commandes, qui ont fait des alliances avec les mêmes personnes qui étaient maintenant considérées comme étant nos ennemis. Mais pour revenir à votre question, nous devons essayer de bien... les problèmes de l'Est, c'est tellement complexe, nous devons essayer de les voir par rapport à l'histoire. Je n'irai pas jusqu'à une histoire très lointaine, mais je veux seulement dire que nous savons qu'en 1994, lorsque les Rwandais ont investi massivement l'Est d'Isaïe constituait déjà en 1994 une poudre meurtrière. Les députés congolais à l'époque, les Zaïrois à l'époque, ils avaient voté une résolution. On peut encore trouver les documents dans les annales de notre Assemblée nationale qui ont demandé le rapatriement inconditionnel de tous les visiteurs indésirables. L'effet maréchal Mobutu, par des visées, aujourd'hui on peut les démontrer, qui était totalement électoraliste, s'est penché derrière la position du HCR qui prenait pour les rapatriements sur la base des volontariats. Ça fait qu'il a entretenu une situation. Par rapport à cette situation, ça donnait un paravent, bien entendu, ou un mobile à Kagame, par contre, comme il a essayé de dire, des pouvoirs, parce qu'au début, Kagame, il a dit que c'était pour essayer de sécuriser la zone de l'Est. Et par rapport à ça, Kabila, un homme politique,
qui a les mérites d'être respecté dans notre pays, par le simple fait que c'est parmi les rares politiciens qui ne sont jamais compromis avec Mobutu sur la Deuxième République, qui pendant 30 ans n'a fait que lutter contre ces régimes. Il a fait plusieurs alliances et il était devant une alliance où il trouvait que ça pouvait marcher. Mais il faut regarder, c'est-à-dire, si vous regardez cet aspect-là, regardez aussi l'autre aspect qu'il a réussi à chasser Mobutu du pouvoir. Que pendant 32 ans, la manière, comme je l'ai dit, nous la connaissons tous, puisque l'histoire, les faits sont restés dans l'histoire. Nous savons tous qu'il a renversé par coup d'État avec une alliance avec les armées étrangères où l'Angola a été un allié très déterminant dont on ne parlait pas ici. Nous y reviendrons. Donc, ce que je voulais tout simplement insister, c'est que nous, peuple commun, nous devons